Bon, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu malgré tous ces événements actuellement en Iran qui sont très tristes. Notre premier invité, c'est le professeur Sobhani, que tout le monde connaît. Il était un de nos anciens présidents, un de nos premiers présidents. Et il est chef de service de gastro-entérologie à l'hôpital Henri Mondor, CHU d'Henri Mondor. Il va parler de la place de l'environnement dans la jeunesse des cancers de côlon. Voilà, je ne sais pas si j'ai le titre complet. Parfait, parfait. Il est jeune. Merci. Merci beaucoup, Mehran. Moi, j'ai l'habitude de faire mes discours en farsi. Est-ce qu'il y a au moins une personne qui ne comprend pas le farsi? Ah, d'accord. Ok. Bon, je vais y aller en français alors. Ok. Merci. Enfin, je me t'ai dit, je n'allais pas te remercier, parce que quand Mehran manque d'orateur, il fait appel à moi, disant il peut meubler. Et donc, c'est pour la énième fois que j'interviens. J'espère que j'ai pas fait ce discours avant. J'ai essayé de changer beaucoup. En effet, je travaille dans cet hôpital. Je dirige un service hospitalier et une petite équipe de recherche qui travaille sur la détection précoce du cancer du côlon. En réalité, cette aventure sur le cancer du côlon a commencé il y a 30 ans. J'étais jeune chef de clinique. Et ce qui me perturbait, c'était qu'est-ce que c'est les maladies émergentes. On parlait des maladies émergentes, les nouvelles maladies. Et à l'époque, il faut dire, en dehors de quelques études épidémiologiques, il n'y avait que des pistes de suggestion. Et ce que je peux dire à l'approche de la retraite, Hessam est quelque part ici, Hessam travaille aux États-Unis, donc en fait ceux qui travaillent aux États-Unis ne pensent jamais à la retraite parce qu'ils travaillent. En France, on pense à deux choses, les vacances et la retraite, quand il n'y a pas de grève des transports. Et donc, en réalité, maintenant que je fais un flashback, c'est tout le paradigme de la médecine que j'ai vu changer. En d'autres termes, lorsque j'enseignais le cancer du côlon il y a 30 ans, c'est pas du tout comme j'enseigne aujourd'hui. Donc il n'y a pas que l'émergence de nouvelles maladies, et je vais essayer de vous montrer qu'en fait le paradigme de la médecine a complètement changé. Pour le faire simple, en quoi il a changé? La médecine moderne est basée sur le concept cartésien, je pense donc je suis. Donc en réalité, tout est centré sur le sujet. Et d'ailleurs dans notre vie encore de tous les jours, même dans les événements actuels, il suffit de voir l'absence de dialogue, la difficulté des dialogues entre les Iraniens sur les événements actuels, c'est parce que chaque Iranien, et c'est pas que des Iraniens, chaque individu est centré sur lui. Et là donc, il voit le monde à travers ses lunettes. Et en médecine particulièrement, c'est centré sur le sujet. En réalité, petit à petit, on s'est rendu compte que s'il y a de nouvelles maladies qui apparaissent et des anciennes maladies qui disparaissent, tout ne peut pas s'expliquer par le sujet. Les philosophes qui ont critiqué Descartes un peu plus tard lui ont fait savoir que pour que ta phrase « je pense donc je suis » ait un sens, il faut d'abord que tu sois, il faut d'abord que tu existes. Sinon tu ne peux pas penser. Il faut que ton cerveau fonctionne, qu'il soit irrigué, qu'il y ait de l'oxygène, etc. Donc, je pense donc j'existe ne peut être indépendant du terrain sur lequel tu existes et donc tu penses. D'accord? Et petit à petit, en réalité, on s'est dit, d'accord, la médecine moderne dit, si tu veux comprendre pourquoi, par exemple, le cancer du côlon, par exemple, le diabète, par exemple, les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires de l'intestin, ce sont des maladies nouvelles et émergentes, la piste qui était suggérée, c'était d'aller rechercher le gène de chaque maladie. Et même, je me souviens, j'étais tout petit, les gros titres des journaux en Iran, tous les 2 ou 3 mois, c'était « Le gène du cancer a été découvert ». Il n'y avait aucun journaliste qui puisse faire l'inventaire des articles en disant « je sais pas, c'est le gène de cancer. Le gène du sida a été découvert. » Donc c'était ça désigne, et ça désigne toujours, la mainmise ou l'impérialisme de génétique. Tout était le gène. Tout était génétique. En fait, génétique, ok, la technologie a fait beaucoup de progrès, on a séquencé les gènes, on a compris l'ADN, on a pu définir les modifications, les mutations, etc. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant. Un gène, il peut exister,
mais il faut qu'il s'exprime le gène. Donc il faut aller au-delà de l'ADN, il faut voir l'ARN, il faut voir la protéine. Et petit à petit, on s'est rendu compte que, d'accord, ce sont les éléments, on va aller au très fin, ces éléments surviennent dans un ensemble qui s'appelle la cellule. Donc il faut faire l'étude des cellules. Même en faisant l'étude des cellules, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas tout expliquer. À peu près en début des années 2000, début du siècle actuel, par exemple, la maladie des prions est venue complètement balayer ces concepts. Tout ne peut pas être génique. On peut ne pas avoir un gène, on peut ne pas avoir l'expression d'un gène, mais on peut faire apparaître une maladie. Donc tout ça, ça a été remis en question. Et puis, pour compliquer l'affaire, comme les épidémiologistes donnaient des éléments en disant, par exemple, le cancer du côlon avant 1950 avait telle incidence et aujourd'hui a telle incidence, les gens, et en particulier les médecins, ont réalisé que le temps compte, en fait. Le temps compte. C'est pour ça que l'enseignement que je fais aujourd'hui n'est pas du tout l'enseignement que je faisais il y a 30 ans. Et ça, c'est pas que la science qui a changé, c'est pas que la maladie qui a changé, mais le temps a en fait un impact, une assise sur comment je prends, comment j'acquiers le savoir et comment je le transmets. Donc il fallait également pour les maladies gérer le temps. Alors, je vais prendre un exemple. Ce que je vais dire sur cet exemple, je suis persuadé que vous pouvez l'extrapoler à toutes les maladies en fait. C'est parce qu'on est dans le changement de paradigme. Alors pourquoi le cancer du côlon? D'abord parce que je suis gastro-entérologue, donc c'est normal, je prends l'organe que je connais. Et ensuite, parce que le cancer du côlon est l'une des maladies émergentes. Et aussi parce que on peut aller regarder le côlon en fait. En faisant une purge lavement, on peut aller mettre un endoscope, regarder tout le côlon. Et parce que les épidémiologistes nous ont appris que si, au cours de la coloscopie, je trouve des petites lésions comme ça, vous voyez, c'est en relief, qu'on appelle polypes, c'est des tumeurs bénignes, des adénomes, finalement, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils grossissent, et puis à un moment donné, certains d'entre eux deviennent cancéreux. Donc il y a tous les ingrédients, il y a la lésion précancéreuse dedans, il y a le temps dedans, il y a l'approche, et puis pour vérifier, donc c'est la première fois, c'est vraiment une innovation très importante, le saut technologique, les connaissances, et puis l'action du médecin, en enlevant ces lésions, est-ce que je fais diminuer le cancer du côlon? Finalement, toutes les prédictions des épidémiologistes allaient s'avérer fausses, parce que nous, gastro-entérologues, on faisait des coloscopies, on voyait des polypes, on les enlevait, mais l'incidence de cancer du côlon augmentait. Donc paradoxe, les postulats étaient faux. En réalité, c'est seulement maintenant, depuis un peu moins de 10 ans, qu'on commence à voir une stabilité de l'incidence de cancer du côlon. Parce que, encore une fois de plus, il y a une vitesse de changement de l'environnement, sans doute. Pour le moment, gardez le mot environnement pour désigner l'ensemble. Et l'action de lésions, donc d'ablation des lésions précancéreuses. Et on commence à peine à arriver au croisement de ces deux éléments. Alors, ok, je vois un polype, je l'enlève, ou même s'il y a un cancer, je demande à un collègue chirurgien d'aller opérer le cancer. Finalement, si ces maladies sont survenues dans un environnement donné, le fait de les enlever, est suffisant pour protéger l'individu contre la récidive de ces maladies? La réponse est non. D'ailleurs, si jamais on vous trouve à la coloscopie un polype, on va vous dire dans 3 ans, il faut revenir faire la coloscopie. C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas très bien ce qui contribue à la jeunesse, mais par contre, tous les médecins vont dire à leurs malades, parce que les malades posent la question, docteur, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je dois faire pour ne pas avoir ça? On dit, changez votre mode de vie. Ah, changer le mode de vie. Mais quoi dans le mode de vie? La façon d'habiller, les parfums qu'on achète, les choses qu'on mange. On ne sait pas trop. Et alors, pour essayer d'approcher cela, on s'est dit, on va prendre un groupe de malades qui font un cancer du côlon. Donc on va prendre l'extrême, les malades qui sont entrés dans la maladie cancéreuse. On va mettre les pendules à 0. Donc on va par la chirurgie, par la chimiothérapie, tout ce que vous voulez. On va mettre les malades à un stade devenu sain, qui n'ont plus de cancer. Et on va les suivre, ce qu'on appelle des courbes actuarielles de suivi. Sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on constate que toutes choses étant égales par ailleurs, tiens, les gens qui ont fait un cancer du côlon, si vous voyez le mot Lynch,
ce sont des gens qui, à cause d'une mutation génétique constitutionnelle, ils sont nés avec leur mutation, ont fait un cancer du côlon. Ben finalement, ces gens-là vivent bien. Ils ne récidivent pas beaucoup. À chaque fois que vous voyez ici un petit trait, c'est une récidive ou un décès sur les courbes actuarielles. À l'inverse, vous voyez en bas en jaune, vous voyez ceux qui ont fait un cancer du côlon sur une muqueuse, un côlon inflammatoire, pour une maladie inflammatoire qui a été pas traitée ou maltraitée. Au bout d'une vingtaine d'années d'évolution, ces malades qui ont fait un cancer, ben, la récidive est très fréquente. Vous voyez ? Ils ont reçu à peu près les mêmes traitements, la même surveillance. Et entre les deux, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle tout venant, des cancers tout venants sporadiques. Alors fort heureusement, ou malheureusement, ou heureusement, les cancers génétiquement déterminés sont rares. Il n'y a que deux entités, le syndrome de Lynch, et puis ce qu'on appelle la polypose familiale. On fait le diagnostic assez facilement, mais l'ensemble des maladies génétiquement déterminées qui aboutissent au cancer ne dépassent pas 3-5%. La majorité des cancers sont sporadiques. Et puis même, heureusement, les cancers survenus sur maladies inflammatoires sont rares. Là, c'est un trait phénotypique qui fait qu'on peut se demander finalement, d'accord, il y a des cancers génétiques, des cancers différents. Et lorsqu'on regarde les chiffres, on voit que les maladies inflammatoires intestinales, ce sont également des maladies émergentes. Lorsque j'ai commencé mes études, c'était exceptionnel qu'on voit une maladie inflammatoire. Une maladie de Crohn, on ne voyait pas. On ne voyait tellement pas qu'on gardait le malade en coloscopie. Les internes, les résidents allaient chercher les uns les autres, en disant venez voir, il y a des lésions particulières. Aujourd'hui, il n'y a que ça dans les services de gastroentérologie. C'est une maladie émergente. D'accord ? Bon, alors on va prendre maintenant le fil conducteur des guides anciens, donc l'impérialisme génétique. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas entrer dans les analyses et les anomalies éventuelles sur l'ADN. On va directement aller à regarder donc là, ce schéma vous est familier, le côlon, etc. Donc l'idée, c'était de dire, si je fais la coloscopie et je vois ces lésions-là, la tumeur ou le polype, je pourrais éventuellement donc, aller regarder les gènes. Mais finalement, pourquoi pas aussi aller au-delà du gène ? C'est quoi au-delà du gène ? C'est finalement, quand on nettoie le côlon, on fait sortir les déchets et la merde. Pour la moitié de ces déchets, c'est ça. C'est 50% de ce qu'il y a dans les selles, ce sont des micro-organismes. Ce sont des bactéries, et l'autre 50%, c'est les résidus, les substrats de ces micro-organismes. Et une partie de ces micro-organismes, dans la lumière, reste adhérente à la muqueuse. Ça, c'est la muqueuse du côlon. Et on s'est dit, peut-être qu'effectivement, on allait regarder ces bactéries, ces microbes qui sont adhérentes à la muqueuse, voir si on peut tirer des informations à stade où le côlon est normal, au stade où il y a des polypes ou au stade plus avancé. Pourquoi ceci ? Parce que tout simplement, vous voyez, en tant qu'extendologue, je ne vais pas me contenter uniquement du côlon et de son polype, ou de sa tumeur, mais également je vais m'intéresser à ce qui tapisse la muqueuse, ce sont des micro-organismes. D'où vient l'idée ? L'idée, c'est de dire, si c'est l'environnement qui change, et que ce changement explique l'émergence de nouvelles maladies, je vais prendre, par le biais de cellules, de micro-organismes, on a à peu près 1 trillion de cellules dans notre organisme, mais par la fenêtre de microbes, c'est dans chaque gramme qu'il y a d'1 trillion. Donc, si vous partez du principe qu'il y a au moins 500 grammes de sel chez un certain individu tout le temps, il y a tout le temps 50 fois, 1000 fois de cellules qui vivent dans cet environnement, qui ne nous appartiennent pas, mais au contact de la muqueuse. Or, si je vous disais une bactérie, quelle est sa durée de vie, une bactérie ? C'est quelques heures. Chaque génération, c'est quelques heures. Quelle est la durée de vie de mes cellules épithéliales ? C'est quelques jours, 3-5 jours. D'accord ? Donc finalement, mes cellules sont exposées sur un laps de temps plus long à l'environnement, alors que les bactéries sont exposées sur un laps de temps très court à l'environnement. Donc leur génération en génération d'exposition, si jamais l'environnement est délétère, l'impact sur ces microbes devrait être plus important que sur mes propres cellules. Donc on se dit, très bien, si on prend par le biais de gènes aussi, dans mon organisme, il y a 23 000 gènes. Sur ces 23 000, il y a à peu près 10 ou 12 000 qui sont actifs. Le reste, c'est des gènes qui sont endormis. Mais si je prends par le biais des bactéries,
le nombre de gènes est 170 fois plus. Donc ces gènes-là aussi sont exposés à l'environnement. Par conséquent, je dispose d'une source d'information inouïe, ne serait-ce que pour refléter l'environnement. Donc ça, c'est l'hypothèse d'il y a 30 ans. L'environnement change. Je ne sais pas en quoi il change, parce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a changé dans l'environnement. On peut deviner. Et combien même que la température change, que, je ne sais pas moi, les pesticides soient plus importantes, que les hormones soient plus importantes ou plus fréquentes, il n'est pas certain que ces changements aient un impact. Par contre, si je analyse les gènes ou l'expression des gènes, je peux avoir une idée plus précise. Et ce faisant, je peux même, éventuellement en analysant les bactéries, regarder, est-ce qu'il y a un dialogue entre les bactéries et les cellules que j'ai dans mon côlon? Autrement dit, petit à petit, on sort de paradigme Descartes, j'analyse le sujet, on élargit sur un paradigme qu'on doit à Husserl, qu'on appelle la phénoménologie. C'est-à-dire, je prends le terrain, je prends l'individu ou les individus ensemble, et je regarde le phénomène dans sa globalité. Alors, l'une des façons de faire, comme je vous ai dit, pour faire simple, je ne vais pas analyser l'ADN, je vais analyser l'ARN. Alors, chaque ligne ici désigne un malade, et chaque colonne désigne un gène. Vous imaginez bien, je ne peux pas faire figurer les 23 000 gènes. Donc, j'ai fait une sélection de 137 gènes. Ce sont les gènes qu'on va appeler cardinaux, c'est-à-dire les gènes, on connaît très bien leur rôle dans l'apparition du cancer, etc. Et les couleurs que vous voyez, rouge intense, c'est l'expression la plus élevée, et bleu intense, c'est l'expression la plus faible, et vous voyez, la variante, c'est de rouge au bleu. Alors, on demande aux mathématiciens de nous dire, finalement, ces gènes, ne serait-ce que ces 137 gènes, est-ce que ces gènes s'agrègent d'une manière particulière? C'est-à-dire, oui, je peux te définir 5 classes de gènes d'une biopsie qui vient, par exemple, de la tumeur. Et comme vous voyez, effectivement, cette classe-là, c'est le groupe de gènes. Je ne sais pas si vous voyez le curseur là. Non, vous voyez, si, on voit le curseur. Par exemple, ce groupe-là, ce sont des gènes qui sont fortement exprimés au sein de la tumeur. À l'inverse, ces gènes-là sont très faiblement exprimés. Vous avez des classes intermédiaires, et peut-être ces deux classes, on aurait pu. Puis vous avez une classe, vous avez l'impression qu'à peu près c'est pareil chez tout le monde. Mais en réalité, ces gènes-là, sans doute, ce sont les gènes les plus sensibles sur les différentes variantes de l'environnement. Et alors, vous me direz, bon, à quoi ça sert? C'est juste pour illustrer comme on a beaucoup de gènes, et qu'on ne sait pas finalement les gènes eux-mêmes entre eux. Qu'est-ce qu'ils font? Un gène peut augmenter, diminuer, mais est-ce qu'il fait ça indépendamment des facteurs de l'environnement? Et s'il fait en réponse aux facteurs de l'environnement vis-à-vis les gènes, les uns vis-à-vis des autres? Comment ils font? Comme dans une société. D'accord? Par exemple, si vous distribuez beaucoup de pain, il y a des gens qui mangent beaucoup de pain. Est-ce que finalement, ces gens qui mangent beaucoup de pain vont également boire beaucoup d'eau, etc., etc. Alors, juste pour illustrer, j'ai pris l'exemple d'un de ces gènes qui s'appelle PHPP1, mais peu importe. C'est un gène qu'on appelle anti-oncogène. C'est-à-dire on a besoin de fonctionnement de ce gène, c'est une phosphatase, il faut qu'il fasse une réaction biochimique dans la cellule. Son défaut est mauvais, et s'il est en excès, c'est mauvais. Il faut qu'il soit régulé en permanence. Donc on va regarder ce gène, et on va voir, donc vous avez compris, je prends la biopsie de la tumeur, je regarde les bactéries, je regarde les gènes, juste pour voir si l'entrée en matière est correcte. Partons du postulat que si l'environnement est impliqué dans l'apparition de la maladie, eh bien, on devrait pouvoir tirer des informations de cette approche multiple. Donc je vais prendre, dans ma série, il y a plus de centaines de malades, je vais me mettre le niveau de gène sur la médiane de ma série, et je vais classer en deux classes. Les gens qui ont une expression high, élevée, de ce gène, et les gens qui ont une expression low, faible, de ce gène. Et je regarde la survie de ces mêmes malades, vous les avez vus sur le phénotype génétique, inflammatoire et sporadique. Ce sont les mêmes malades qui sont cette fois-ci répartis sur ces deux classes, l'expression de ce gène. Ah, vous voyez qu'il y a une différence énorme. Donc voici ce gène-là qui peut être prédicteur du suivi des malades, quel que soit le traitement qu'ils ont suivi et l'issue du malade. Ok, mais alors côté bactérien, qu'est-ce qui se passe? Ah, bizarre, on voit bien que ce qui est très bien collé au niveau d'expression de ce gène au sein de ces tumeurs, c'est une bactérie que vous connaissez tous, Escherichia coli. Bactérie banale, tout le monde a l'Escherichia coli. Mais seulement leur nombre est plus élevé quand ce gène est faiblement exprimé. Alors, on dirait, ok, ça veut dire quoi? Vous nous montrez une bactérie qui représente peut-être
le reflet de l'environnement, un gène qui représente moi, mais moi malade, mais finalement, moi dans le temps, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, comment se fait-il que je deviens malade? C'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, on va essayer de voir, quand moi, en tant que médecin, je dis aux malades, changez votre mode de vie, qu'est-ce que ça veut dire, changer votre mode de vie? C'est quoi le mode de vie? On va voir l'environnement global, et je vais prendre juste l'exemple de mode de vie, l'alimentation. Ce qui vous caractérise, nous tous, c'est ce qu'on mange, en fait, surtout lorsqu'on parle des bactéries. Et alors, je vais aller voir les épidémiologistes qui me disent, ok, on va aller dans la population générale, on va s'intéresser aux gens qui ont entre 50 et 60 ans, qui sont en bonne santé, donc pas de plainte, les gens, on appelle les individus sains. Et on va se poser la question, si je faisais une coloscopie de 50-60 ans, quelle est la probabilité pour que je trouve un polype ou un cancer? 0,04% de la population. C'est très faible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne fait pas de coloscopie pour aller voir si quelqu'un a un polype. Pourtant, c'est une maladie très fréquente. Donc, on fait des tests de sélection pour conduire à la coloscopie. A l'inverse, si je mets dans l'autre extrême, je vous ai parlé tout à l'heure des maladies génétiquement déterminées, même si ça représente 5% ou moins des cancers, et par exemple deux gènes, un gène APC, polypose familiale, ou un des gènes de syndrome de Lynch, à cette tranche d'âge 50-60 ans, si je fais la coloscopie, si quelqu'un est né avec une mutation sur son gène APC, quasiment 100%, je vais trouver 100% de polypes à sa coloscopie. Ou à syndrome de Lynch, plus d'un malade sur deux. Vous voyez que le risque relatif de trouver quelque chose à la coloscopie est multiplié par 1000, beaucoup plus. Mais ça représente peu d'individus à risque. D'accord ? Ce qui m'intéresse, c'est le gros du malade. Lorsque je fais une coloscopie, ou lorsqu'un malade vient me voir, je pose la question, est-ce que dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a fait un cancer du côlon ou des polypes? Question qu'on pose. Si jamais l'individu dit, oui, il y a quelqu'un dans ma famille qui a fait un cancer du côlon. Et je regarde le risque relatif. Ici, en fonction, vous voyez ici en vert, vous avez la courbe de référence dans la population générale. Le risque relatif, que si je fais les coloscopies sur les tranches d'âge, quelle est la probabilité de trouver une lésion? Vous voyez, c'est un risque faible, epsilon, c'est pas très élevé. Mais dès lors où il y a un cancer du côlon, ce risque augmente. Et augmente d'autant plus que le cancer du côlon dans cette famille a été diagnostiqué jeune. Vous voyez, la courbe rouge, diagnostic avant 60 ans, la courbe jaune, après 60 ans. Et deuxièmement, au cours du temps, ce risque augmente. Et ça, finalement, au sein de la famille, alors quand on dit au sein de votre famille, c'est les apparentés au premier degré, c'est-à-dire papa, maman, les enfants et les frères et sœurs. Les apparentés au premier degré. Au sein de famille, qu'est-ce que vous partagez? Les gènes et tout ce que vous vivez, ce que vous mangez, les parfums, je sais pas, le mode de vie, le sport, pas au sport, etc., les stress, tout, vous partagez tout. Donc, à la fois l'environnement et à la fois votre stock génétique. Comment je peux faire la part des deux? Quelle est la part putative finalement? C'est ça la question importante. Alors, il y a 20 ans, je me suis tapé vraiment toutes les études épidémiologiques, je les ai prises, je les ai calculées, les chiffres moi-même. Pourquoi? En disant, finalement, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui peut apporter la part environnementale par rapport à la génétique, à votre avis? Diable, c'est l'épouse ou l'époux, s'ils ne sont pas des cousins. Donc, dès lors où l'épouse ou l'époux a vécu 20 ans ou plus, et que l'époux a fait un cancer ou l'épouse a fait un cancer, cela constitue un élément important de partage des éléments de l'environnement. Et ça, bingo, on trouve que, vous voyez, sur cette courbe en pointillé, c'est la courbe de l'époux et l'épouse. Vous voyez, qui se retrouve à peu près moins que la courbe des enfants, des apparentés, et plus que la courbe générale. Donc on peut penser que la part putative de l'environnement existe bel et bien, mais n'explique pas tout non plus. Gène n'explique pas tout, la part de l'environnement n'explique pas tout non plus. Alors, finalement, donc ça c'est global, j'espère que je vous ai convaincu que l'environnement va jouer. Alors dans l'environnement, on va prendre un exemple, et l'exemple le plus criant qui est l'alimentation. Alors, l'alimentation, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur l'alimentation. Alors, pas uniquement parce que c'est important, parce que l'alimentation qu'on met dans la bouche, c'est très important pour tout le monde. Psychologiquement, philosophiquement, dans toutes les cultures, le manger. Alors, il y a 3 choses qui sont importantes dans toute la culture. Pour moi, qui ne suis pas sociologue et anthropologue, ça m'a toujours impressionné. C'est la bouffe, c'est le sexe et c'est la mort. Et ça, les cultures peuvent se définir sur ces 3 éléments. Alors, vous me direz, c'est normal parce que ce sont les 3 éléments importants de la vie.
Et alors, on ne peut pas faire l'inventaire de toutes les études. Je vais vous le faire simple. En gros, l'alimentation, le mode de vie qu'on appelle méditerranéen, c'est sans doute le meilleur. Prenez l'extrême pire, c'est le mode américain. C'est-à-dire beaucoup de protéines, beaucoup de graisse, le ketchup, le sucre, etc. Et ça, alors l'autre extrême bien, meilleur que le méditerranéen, c'est l'africain, qui finalement n'ayant pas de viande, mange que des graines et des végétaux, etc. Alors, il y a un monsieur qui a beaucoup donné pour le cancer du côlon et l'alimentation, monsieur O'Keefe, vous voyez son nom en bas, a fait un truc très intéressant. Il est allé dans la région d'Atlanta, aux États-Unis, dans une communauté de Noirs américaines, mais énième génération de Noirs américains qui vivent aux États-Unis, donc mode de vie totalement américain. Il a fait un effort important pour retrouver les cousins, les ancêtres et la région de l'Afrique où ils vivent. Donc il était allé là-bas. Aux Africains et aux Américains, ce sont des gens entre 50 et 60 ans, bien portants. Il leur a dit, voilà, je vous paye, et voici ce qu'on va faire. Aux Américains, il a dit, je vais changer pendant 45 jours votre alimentation. Vous allez manger que africain, comme vos ancêtres. Et aux Africains, il a dit, vous allez manger comme vos cousins. Pendant 45 jours, beaucoup de beefsteak, beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, etc. Ils ont accepté qu'il y ait des rectoscopies. Une rectoscopie, c'est une colonoscopie courte. On ne fait que le rectum. Et ils faisaient des biopsies. 15 jours, 30 jours, 45 jours. Dès le 15e jour, l'Africain qui se met à manger l'Américain, il voit apparaître dans sa muqueuse du rectum de l'inflammation, beaucoup d'inflammation, des cellules inflammatoires, etc. Et à l'inverse, l'Américain va voir l'inflammation, ce que les Américains connaissent très bien, et considéré comme, c'est mild inflammation, considéré comme banal. Il n'y a pas un pathologiste aux États-Unis ou en France qui ne rende pas, dans le monde occidental, le résultat sur une biopsie rectale ou colique, sans dire inflammation interstitielle non significative, parce qu'on considère qu'il y a un seuil d'inflammation acceptable. Ce qu'il a fait de très bien O'Keefe, c'est qu'il a regardé les bactéries, il a regardé les métabolites, il a regardé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que finalement, en shiftant l'alimentation africaine vers l'alimentation américaine, il y a beaucoup de viande, beaucoup de graisse, etc., il augmente les bactéries qu'on appelle virulentes, comme Escherichia coli, comme Clostridium difficile, comme Shigella, etc., qui en soi, parce qu'elles ne sont pas seules, ne vont pas induire une maladie infectieuse, mais vont induire le mild inflammation dans la muqueuse intestinale. Et à l'inverse, l'Africain est dans cette situation, mais à l'inverse, l'Américain va voir diminuer ces bactéries virulentes et va augmenter les bactéries qu'on appelle bénéfiques, les symbiotiques bénéfiques. Il a vu des métabolites, par exemple, les acides biliaires. Vous savez qu'on produit beaucoup de bile. Sans les bactéries, la bile va être très très délétère, parce qu'on ne sait pas, nous, transformer nos acides biliaires primaires vers le secondaire. Et les primaires sont délétères. Il faut les bactéries. Donc il dose les acides biliaires, il voit qu'effectivement, le rapport primaire-secondaire change en fonction de l'alimentation. Ou il dose une substance qu'on appelle des butyrates, les acides gras à chaîne courte, ce sont des substances bénéfiques. Et en fait, lorsque vous mangez beaucoup de viande, beaucoup de graisse, ces substances diminuent. Diminuent parce que les bactéries qui produisent ces substances diminuent. Donc, à partir de là, on s'est dit, ok, allons regarder les bactéries alors. Plutôt que faire des enquêtes alimentaires. Toutes les enquêtes alimentaires sont fausses. Vous en avez peut-être participé aux enquêtes alimentaires. On vous demande, vous mangez combien, etc. Est-ce qu'un fruit de fruits? C'est l'interrogatoire, ce sont des enquêtes biaisées. Par contre, si vous prenez les bactéries, ça va permettre de dire ce que vous mangez finalement. Vous voyez? C'est une source d'information inouïe. Or, 75 à 80% des bactéries dans vos selles ne sont pas cultivables. C'est pas facile. On ne peut pas les mettre en culture parce qu'au contact de l'air, pouf, parce qu'elles ont appris à vivre dans une niche naturelle qui est dans l'intestin où il n'y a pas d'air. D'accord? Donc il faut revenir au phénomène. Heureusement, la technologie dit, si vous séquencez le génome de bactéries, vous pouvez dire qui elle est. Or, pour séquencer le génome de bactéries, à l'époque, il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé, il fallait 5 000 € pour un échantillon de sel pour séquencer. Je ne sais pas. Par contre, si vous prenez un petit génome, petite ARN, le ribosomal, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de première, deuxième année,
ARN ribosomal, c'est un petit ARN qui code pour une vingtaine de protéines. Les protéines sont intéressantes, mais ce n'est pas surtout cela, c'est parce que, comme vous voyez sur cette structure, vous voyez des couleurs en orange, en bleu, sur ces séquences de ARN 16S, il y a des parties qui sont consensuelles, qui sont communes à toutes les bactéries. Ce sont les séquences qu'on appelle invariables. C'est-à-dire quoi? Depuis que la vie existe, ces séquences n'ont jamais bougé. Et puis au fur et à mesure, vous avez des séquences en orange, en bleu, etc. qui apparaissent. C'est la traduction du temps. On n'est pas dans la même échelle, on est dans l'échelle cosmique maintenant. Donc on peut, ce faisant, séquencer, bien sûr connaître la bactérie, mais au-delà, décrire dans une cellule où il y a énormément de bactéries. Je vous ai dit 10 puissance 12 bactéries dans un gramme, c'est énorme, gramme de sel. Finalement, au jour des séquences, le séquenceur va me donner quoi? Le séquenceur va me donner la carte d'identité d'une bactérie. La taille de la barre, c'est la densité, l'abondance de la bactérie. Et la position de la barre, c'est l'identité de la bactérie. Monsieur Escherichia coli est à cette quantité chez cet individu. D'accord? Mais Escherichia coli revient de quand? D'où? Escherichia coli vient d'un genre, le même genre vient d'une classe, d'un ordre et d'un phylum. Finalement, si je décline rien que sur la base de génétique, je vais pouvoir construire au centre d'un cercle ou même d'une sphère le primum movens de ce qui est dans vos selles et puis toute l'histoire vécue de ces bactéries. C'est énorme, c'est une information énorme. Alors, on dirait, ok, mais quoi? Et la plupart de ces bactéries, alors en faisant ce travail, on s'est rendu compte qu'il y a 20% des bactéries qui ne sont même pas répertoriées. On a leurs séquences. Quand vous allez sur les bases de données, vous ne pouvez pas les identifier. Vous donnez les séquences, en général c'est comme ça se passe. Vous donnez les séquences, et des bases de données internationales va vous donner, va dire ça c'est un clostridium difficile de tel type, c'est un Escherichia coli de tel type. Il y a 20% qui ne sont toujours pas, et puis petit à petit on les définit. Alors, comme toujours, curieux pour savoir pourquoi il y a des maladies émergentes, alors quand je suis devenu à Mondor, comme chef de service, on dit à chaque personne qui vient dans mon service, et heureusement, et je le remercie beaucoup de compatriotes iraniens, et pas que, avant la coloscopie, est-ce que vous acceptez de donner un échantillon de sel? Personne n'a refusé, en général, les gens donnent un échantillon de sel pour la recherche. D'accord? Et on a fait, chez tout le monde, ces séquençages. À l'époque, quand j'ai commencé, on est là dans les débuts, on est vers 2009-2010. C'était à peu près 150 € par échantillon de sel. Aujourd'hui, c'est 20 €. D'accord? Eh bien, on a fait ça. Vous voyez, finalement, après avoir fait 250 malades, 60 malades avec cancer du côlon. Et sur la base, alors la méthodologie se dit, s'il y a un cancer du côlon, il faut 2 témoins pour augmenter la force mathématique. Donc 2 témoins, 120, coloscopie normale. Eh bien, on construit les sphères. Eh bien, là, là-dedans, je ne sais pas ce qu'il y a comme bactéries. Pour le moment, c'est basé uniquement sur l'homologie des séquences. Eh bien, je peux affirmer que la société des bactéries qui était chez les malades avec cancer est différente de cette société de bactéries qui est dans les selles des gens qui ont une coloscopie normale. Et ça, c'était un scoop à l'époque, c'est un travail princeps, c'est le papier, pour moi, c'est le papier qui a été le plus référencé, pourtant publié dans une revue de 3e catégorie. Et l'index de citation de revue a augmenté beaucoup parce que c'est un travail princeps. C'était la première fois qu'on démontrait que la communauté bactérienne et celle de quelqu'un qui a un cancer du côlon est significativement mathématiquement différente de la communauté bactérienne qui a une coloscopie normale. Alors, à l'époque, en France, il n'y avait pas de plateforme de séquençage. L'étape suivante, c'est aller identifier ces bactéries. Donc, je suis allé, alors j'ai contacté des Chinois, mais c'était compliqué. Je suis allé en Allemagne et à Heidelberg, grande plateforme, beaucoup de séquenceurs. Et heureusement, mon collègue Pierre Pog a demandé les fonds européens. Et vous avez dit à l'époque, je vous ai dit 5 000 € par échantillon. Donc, on voulait faire 154 malades, ça faisait beaucoup d'argent, donc il a réussi à avoir les fonds européens et on a séquencé. Séquencer, ça veut dire, c'est quand même 100 fois plus que le séquençage d'un être humain. En gène, c'est très important. Et c'est là-dessus que je vous ai dit, 20%, on a réalisé que 20% des bactéries ne sont pas connues. Par contre, ce que je lui demandais, c'est un bien informaticien, c'est de me dire, avec les gènes des bactéries, est-ce qu'il peut prédire l'existence d'un cancer du côlon à la coloscopie? Moi, j'ai les résultats de la coloscopie, lui, il n'a pas. Il dit, ok, finalement, on a travaillé pendant des années ensemble, il dit, il me faut, donc ce n'est pas une bactérie, c'est 20 bactéries, d'accord?
Et seulement ces 20 bactéries sont suffisantes pour que je puisse écrire l'algorithme qui va dire avec probabilité proche de 100%, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de spécificité, qu'il existe effectivement à la coloscopie une lésion. Et à l'époque, c'était meilleur que le test qu'on fait actuellement pour le dépistage, etc. Alors, par contre, alors ça, on était content, mais c'était décevant parce que sur ces 20 bactéries, alors je ne sais pas s'il y a des microbiologistes dans la salle, les 4 premières bactéries, en haut, les Fusobacterium, ce sont des bactéries de la cavité orale. En général, ils ne devraient pas être dans les selles, ou très peu. Et puis même la dernière, Salivarus, Streptococcus salivarus, c'est une bactérie gentille, hein, c'est bien, c'est un symbiotique de salir, mais dont, vous voyez, est diminué. Deuxième déception, c'est que si vous prenez une bactérie seule, c'est jamais surélevé ou surabondant chez 100% des malades, c'est 25% des malades. Et la bactérie qui est diminuée n'est pas diminuée chez 100% des malades, seulement 10% des malades. Donc c'est pour ça qu'il faut un algorithme qui implique et à la fois des critères qualitatifs et à la fois des critères quantitatifs. Alors, ce faisant, on dit ok, on peut maintenant dire il y a une part putative du gène, de soi, et une part putative de l'environnement qu'on peut voir approcher par les bactéries. Donc on a avancé, mais beaucoup de boulot et beaucoup de déception. Comment faire quand on n'a pas d'argent, on est pauvre comme en France, on n'est pas comme toi. En fait, j'ai vu que tu viens en France pour prendre l'argent et la dernière fois, tu as eu combien de millions par Madame Bettencourt? Je suis venu servir à la France. J'ai pris l'argent là-bas. Je te taquine. Et donc, comment on fait? Alors, un jour, il y a quelques années, je faisais une coloscopie à une jeune femme, 56 ans, et je découvrais un cancer du côlon. Et je lui dis, vous avez une tumeur, probablement c'est un cancer. La première question qu'elle me dit, mais ma soeur jumelle, est-ce qu'elle a un risque? Ah bon, vous avez une soeur jumelle? Je lui dis, est-ce que c'est une vraie jumelle? Elle me dit, oui, c'est une vraie jumelle. Ben, ramenez-la, je vais la coloscoper. Oui, mais elle habite dans le sud de l'Espagne, depuis 20 ans, 25 ans. Au contraire, c'est bien qu'elle vienne. Alors elle vient. Donc ça, c'est pas les photos des deux sœurs, c'est les photos sur Internet. Et elle vient. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, donc je fais le séquençage. Notre malade, c'est France FR pour la série française, et 901, c'est notre malade qui a un cancer du côlon. Et 902, c'est sa sœur jumelle. Donc sœur jumelle, donc vraie jumelle, ça veut dire background génétique 100% identique. On est bien d'accord. Je ne trouve pas à sa sœur de cancer. De petits minuscules polypes, mais de rien du tout, de 1 ou 2 mm. Donc, il y a une maladie qui survient sur un terrain génétique exactement identique, et par contre, les bactéries, là j'ai mis quelques familles bactériennes, vous voyez bien, les barres ne sont pas pareilles. D'accord? Et même par curiosité, j'ai voulu regarder les bactéries inflammatoires. Vous reconnaissez les Escherichia coli, vous reconnaissez les Clostridium difficile, etc. Vous voyez bien que chez notre malade qui est atteinte de cancer, ces bactéries sont surexprimées dans les selles. Chez sa sœur, rien. Donc, là, c'était très intéressant. Alors, ce papier aussi est très, très référencé, mais c'est juste 2 cas. Hein. C'est facile, mais il fallait... Alors, donc, à partir de ces jumeaux monozygotes, on peut dire que la composition bactérienne différente va permettre de faire la part de ce qui revient à l'environnement par rapport à ce qui est à la génétique. Mais alors des jumeaux, des vrais jumeaux, il n'y en a pas beaucoup, et même quand il y en a, ils ne vont pas forcément accepter d'être traités. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller trouver un modèle qui soit un peu plus fréquent, le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, je vous ai dit, ce sont des gens en fait qui ont une mutation sur un gène. Alors c'est un gène particulier. Nous avons tous le système de radar dans notre corps qui va détecter les mises à pariement d'ADN. On vous a appris, vous vous souvenez, il faut que devant un A, il y ait le T comme acide nucléique, devant un C, il y ait G comme acide nucléique. Et il y a des erreurs qui se produisent. Ce système de mismatch repair, de réparation de mise à pariement d'ADN, détecte ces erreurs et les corrige. Or, si ce système est défectueux, on va laisser passer des mutations, donc ça donne le cancer. Donc, j'ai 17 familles qui sont atteintes porteurs de syndrome de Lynch. Au sein de ces familles, tout le monde n'a pas la mutation. Cette mutation n'est pas transmissible chez 100% de nous. Donc, je regarde les 1900 personnes qui font un cancer du côlon par rapport aux individus qui n'ont pas de mutation, mais qui n'ont pas de cancer du côlon. Et vous voyez bien que la communauté bactérienne est différente. Et là, je vais compliquer volontairement les choses. La communauté bactérienne différente, ça veut dire quoi? Alors les mathématiciens disent
bah, tu peux définir une bactérie par un rond et établir s'il y a des corrélations significatives avec une autre bactérie. Autrement dit, si mon Escherichia coli augmente et que mon Shigella augmente, je vais dire que les deux sont liés, statistiquement parlant, ensemble, et je vais tracer par une ligne rouge. Donc quand vous voyez une ligne rouge qui relie deux bactéries, ça veut dire que ces deux bactéries sont en co-occurrence, augmentent ensemble. D'accord ? Autrement dit, vous êtes dans une ville, vous avez besoin de boucher, vous avez besoin de boulanger. Il faut qu'il y ait une équation entre les deux. A l'inverse, si une bactérie monte comme Escherichia coli, mais une bactérie gentille comme Bifidobacterium par exemple, ou Lactococcus que vous avez dans le yaourt, diminue significativement, je vais tracer un trait bleu. Donc là où vous voyez un trait bleu, c'est-à-dire que les bactéries augmentent, une autre bactérie diminue à la place. C'est exactement comme dans la société. Alors, vous n'avez pas besoin de connaître forcément l'identité de ces bactéries, on les connaît. Mais regardez, les réseaux sont différents. Vous avez d'un côté ceux qui ont un cancer du côlon, d'accord, dans la même famille, donc dans le même cluster familial, et vous voyez beaucoup de liaisons dangereuses. Par contre, ceux qui sont sains, il y a moins de liaisons dangereuses. Alors, on dirait, oui, mais ce sont des gens qui n'avaient pas de mutation. Donc je vais prendre des gens qui ont une mutation, cette fois-ci. Ce sont qui ont une mutation, tous les 2 ans, je leur fais une coloscopie. Et à la coloscopie, chez certains, je trouve une lésion, chez d'autres, je ne trouve pas. Je compare ces deux-là. Et pareil, je vais établir, là j'ai simplifié la densité des bactéries pour que ça soit lisible. Alors, la taille du rond représente la densité, l'abondance de la bactérie. Vous voyez bien que les réseaux sont différents. D'accord ? Donc, je vais pouvoir dire que même chez quelqu'un qui a une mutation génétique qui rend le cancer, qui le rend propice au cancer, bah, son vécu va être un facteur déterminant pour l'apparition du cancer. D'accord ? Et ça aussi, c'est en termes conceptuels de paradigme, c'est très différent. Donc, le network de bactéries va constituer un part. Donc, ne sont pas dans une maladie infectieuse. Je ne peux pas dire il y a un Escherichia coli qui va donner une infection urinaire, etc. On n'est pas du tout dans cette maladie-là. On est dans la maladie où la communauté bactérienne, une société va favoriser une anomalie d'une manière et une société ne va pas favoriser l'anomalie. Alors à cette étape, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simple. Si ce n'est pas l'affaire d'une bactérie, si c'est l'affaire d'une communauté bactérienne, il suffit que je prenne les selles de quelqu'un qui fait un cancer du côlon et que je le mette dans une souris qu'on appelle germ-free, axénique, qui est stérile. Et je vais voir ce qui se passe chez cette souris dans son côlon. Et je vais prendre en même temps des selles ou microbiotes des gens qui ont une coloscopie normale. Donc sur ces diapositives, si vous voyez N mu, ça veut dire microbiote normal, et CRC mu, ça veut dire colorectal cancer microbiota. Alors pour s'amuser, c'est pour aller plus vite dans la connaissance, on va à la moitié des souris injecter une substance chimique. Donc on va simuler l'environnement, comme si dans l'environnement il y a une substance chimique qui est carcinogène, azoxyméthane. On va voir ce qui se passe. Et on voit effectivement, au bout de 3 mois, les souris qui ont reçu les microbiotes de quelqu'un qui a un cancer, qui n'a pas de cancer, qui est normal, il ne se passe quasiment rien dans sa muqueuse. Par contre, les souris qui ont reçu le microbiote de quelqu'un qui avait un cancer vont voir apparaître ce qu'on appelle les cryptes aberrantes, c'est-à-dire l'équivalent des polypes. Et chose très importante, les lésions les plus caractéristiques proches du cancer, on le voit chez les animaux qui, en plus de microbiote venant d'un sujet qui avait cancer du côlon, recevaient la substance chimique. Donc je mets en contact une machine explosive, ce sont les bactéries, plus une substance chimique qui elle-même peut induire des lésions. Alors, bien sûr, si je mets dans l'eau de ces animaux un peu de polyéthylène-glycol, ça empêche l'adhésion des bactéries à la muqueuse. Je démontre que cet effet que j'observe disparaît. C'est la preuve qu'il faut l'adhésion des bactéries à la muqueuse. Donc c'est vraiment une interaction entre les bactéries et la muqueuse et le terrain. Alors bien évidemment, on a mesuré la prolifération, le nombre, etc. Donc je vous passe sur les détails. Chose plus importante, c'est que vous me direz, alors au niveau de leurs gènes, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau des gènes, eh ben, on a vu qu'au niveau de gènes, effectivement, il y a des anomalies structurelles qui apparaissent. Lorsque, ici, vous voyez, sur le taux de mutation dans la muqueuse colique de ces animaux, lorsque les animaux ont reçu le microbiote de quelqu'un qui a le cancer du côlon, est significativement important, mais ce n'était pas le plus intéressant. Peut-être parce que la durée de l'expérimentation était courte. Ce qui était intéressant, c'est que ces microbiotes arrivaient à invalider certains gènes sans modifier la structure de la gène, ce qu'on appelle l'épigénèse. En fait, ces bactéries sans doute modifient par méthylation, un processus chimique qui va bloquer l'expression d'un gène. Et ceci uniquement dans le côlon et pas dans, par exemple, la rate de ces animaux
pour dire que c'est un effet qui se passe localement, donc en contact entre les bactéries et la muqueuse. La rate de ces animaux, quelle que soit sa classe expérimentale, on n'a pas ceci. Alors bien évidemment, il fallait valider ça chez les individus, sur 1 millier d'individus. On a constitué des gènes dont l'expression était différente. On a fait un panel de tests et un score sur 2, et on a mis en 2 classes les gens qui, dans leur sang circulant, voient leurs gènes modifiés, méthylés, et on a constaté que les gens qui ont leurs gènes modifiés, sans doute à cause des bactéries, vont avoir plus de cancer du côlon. Et comme vous voyez, ces patients cancéreux, ça vous l'avez déjà vu, sont différents par rapport aux normaux. Et là, indépendamment des données de la coloscopie, si je me base maintenant sur les modifications géniques de ces individus, vous voyez bien que les compositions bactériennes sont différentes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Venn des bactéries, des données. Parimonas micra, c'est une bactérie qui différencie les normaux des cancéreux. Et Parimonas micra, c'est une bactérie qui différencie ceux qui ont un test de méthylation différent dans leur sang circulant par rapport à ceux qui n'ont pas de test de méthylation. Donc Parimonas micra, bingo, c'est de nouveau une bactérie de la cavité orale. C'est ce qui donne les caries. Alors, j'avais un thésard qui maintenant travaille à l'Institut Pasteur, qui met en culture les cellules normales et met dessus Parimonas micra et regarde que, effectivement, certains gènes vont être hyperméthylés, c'est-à-dire l'expression va diminuer, et d'autres gènes vont être hypométhylés sous l'effet de la bactérie, l'expression va augmenter. Chose intéressante, les gènes hypométhylés, dont l'expression va augmenter, ce sont souvent les oncogènes. En général, nous fermons nos oncogènes. Et les gènes hyperméthylés, ce sont les anti-oncogènes. Et ça a été finalement un truc très intéressant. On s'est dit, est-ce que dans le domaine thérapeutique, ça peut avoir un intérêt, parce que finalement c'est ça qui est intéressant. Alors vous savez qu'une cellule tumorale, normalement, ne devrait pas progresser. Nous faisons tous les cellules tumorales dans notre corps, tout le temps. Mais on ne fait pas de tumeur forcément. Pourquoi ? Parce que nous avons un système immunitaire qui va détecter la cellule tumorale, qui la vire. Sauf que de temps en temps, j'ai fini mon temps, c'est ça ? Encore 5 minutes 6, j'ai pas fini. Donc, sauf que les cellules lymphocytaires, qui doivent tuer la cellule tumorale, par une protéine, protéine DES, protéine de décès, va en fait rencontrer, de la part de la cellule tumorale intelligente, qui va construire une protéine, c'est binding, protein binding, ligand, qui va reconnaître cette protéine tueuse, et se colle à cette protéine tueuse, et empêche la cellule lymphocytaire de tuer la cellule tumorale. C'est-à-dire la cellule lymphocytaire, la cellule immunitaire, va reconnaître la cellule tumorale comme cellule normale. Et donc, je peux mettre des anticorps monoclonaux pour bloquer ce système, pour que la tumeur puisse se faire. Donc si je prends maintenant les cancers qui sont au stade les plus avancés, le stade 4, il y a différents stades. Donc si au moment où je fais le diagnostic de cancer du côlon par la coloscopie, l'individu est déjà au stade 4, ça veut dire que le système immunitaire n'a pas fonctionné. Sinon ça n'aurait pas progressé. Et je regarde par exemple des protéines dans son sang. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'alimentation. La leptine c'est une protéine qui régule l'alimentation, mais qui régule également l'inflammation et l'immunité. Je peux regarder les cytokines, les protéines de l'inflammation. Et finalement, en faisant ces recherches, cette fois-ci, je ne suis plus dans les gènes ni dans les bactéries, mais dans les métabolites, c'est-à-dire ce qui relie ces choses-là. Je suis tombé sur un acide aminé qui est le tryptophane, qui est un acide aminé essentiel. Cet acide aminé, nous ne pouvons pas le synthétiser nous-mêmes, il faut que ça vienne de l'alimentation. Et cet acide aminé, en fait, on s'est rendu compte qu'une fois que l'alimentation nous l'apporte, ce sont les bactéries qui vont d'abord les métaboliser parce qu'ils sont en contact avec cet acide aminé. Et on regarde dans l'urine, dans les selles et dans le sérum de ces malades qui ont un cancer du côlon de stade 4. Tiens, Escherichia coli métabolise cet acide aminé, mais d'une manière qui va augmenter dans les urines un déchet d'acide aminé et va l'empêcher que cet acide aminé tryptophane allait faire la sérotonine qui est indispensable pour stimuler le système immunitaire. Alors que chez le sujet normal, vous voyez que je n'ai pas les substrats, les dérivés délétères et que la voie enzymatique véhiculée par les bactéries de quelqu'un qui ne fait pas le cancer du côlon va conduire le tryptophane vers la sérotonine, c'est-à-dire une immunité correcte. Alors je reviens à cette courbe que vous avez eue au tout départ. Donc on va regarder, et ceci, vous vous souvenez, on est parti de là,
Et on va regarder que notre gène PHPP1, si je le fais en rang par rapport aux autres gènes, son niveau est faible finalement chez les malades qui ont une maladie inflammatoire, qui ont beaucoup d'inflammation, alors que le niveau de ce gène est très élevé dans le syndrome de Lynch. Et ce gène, bien évidemment, va tisser des liens avec d'autres gènes. Et à côté du réseau bactérien, on a un réseau génique différent chez les gens qui ont une maladie inflammatoire, les gens qui ont un syndrome de Lynch, cancer du côlon, cancer sporadique. Alors, et ça vous connaissez, je vous avais déjà montré ça, et vous avez vu que ces deux paramètres, c'est-à-dire le gène de soi et les bactéries, sont liés. L'idée, c'est de savoir si les autres bactéries, ces deux bactéries bénéfiques, Bifidobacterium et Lactococcus, vous voyez, ces deux bactériums également sont modifiés par la classe de maladies sporadiques, syndrome de Lynch ou l'inflammatoire. Et finalement, si j'arrive à établir les bactéries, vous voyez, j'ai un réseau bactérien chez les malades qui ont une expression de cet antigène normal, un réseau différent bactérien chez les malades qui ont une expression de ce gène diminué. Donc ces réseaux sont très différents. Maintenant, je vais compliquer 2 secondes. Sur cette diapositive, sur les points gris, vous avez un gène, l'expression d'un gène, tous les gènes sont là. Sur les points bleus, vous avez le gène. Vous avez la bactérie, les gènes de la bactérie bénéfique qui est Bifidobacterium. Sur le rouge, bactérie méchante, Escherichia coli. Et sur le vert, vous avez Faecalibacterium, qui est une bactérie gentille. Vous avez, par exemple, si on prend l'Escherichia coli, établi des corrélations négatives avec beaucoup de gènes, des corrélations positives avec beaucoup plus de gènes. Et c'est le cas également des bactéries bénéfiques. Donc pour simplifier, on va se mettre dans le cas de figure des 137 gènes que je vous ai montrés, qui sont impliqués dans la genèse du cancer. Alors ce qui est curieux, vous voyez que l'Escherichia coli est lié beaucoup plus avec les gènes qui sont à droite, c'est-à-dire qui sont surexprimés, comme si la bactérie stimulait ces gènes-là, alors que les bactéries bénéfiques vont inhiber certains gènes. Donc vous voyez, à côté de l'expression du gène, il y a le rapport entre les bactéries. Et là, tout à l'heure, je vous ai parlé au tout début du temps. Saviez-vous que nous avons des gènes de temps? Nous avons des gènes qui régulent le temps. Nous ne vivons pas la même chose, le même temps. Et par exemple, il y a un groupe de gènes, clock gene, c'est pour le temps. Et regardez par exemple, regardez le clock gene, son lien d'expression avec les bactéries. Escherichia coli, vous voyez, c'est les traits rouges, c'est un lien positif. Si j'ai plus d'Escherichia coli, mon clock gene est plus stimulé. Par contre, si j'ai plus de bactéries bénéfiques, mon clock gene est plus diminué. Donc il y a un lien très direct entre la proportion de la communauté bactérienne et l'expression des gènes. Alors, je vais aller couper mes tumeurs et regarder autour de la tumeur qu'est-ce qui se passe. Et je vais voir qu'autour de la tumeur, finalement, ici j'ai repéré Escherichia coli au sein de tumeurs, les points rouges c'est l'Escherichia coli. Et je regarde et je vois que même Escherichia coli, ce n'est pas la même Escherichia coli qui va donner les survies différentes. Certaines Escherichia coli qui produisent certaines protéines, ici PKS, c'est polykétine, vont en fait déclencher une agressivité plus importante de la part de la tumeur. Et si je cherche à savoir qu'est-ce qui différencie les gens qui ont Escherichia coli, tout le monde a l'Escherichia coli, hein. Les gens qui ont l'Escherichia coli qui a polykétine positif, ce sont ceux-là qui, autour de leurs cellules tumorales, ont plus de gouttelettes lipidiques. Ah, lipides, c'est les graisses. Donc autrement dit, si vous mangez beaucoup de viande, vous allez augmenter votre Escherichia coli. Si en même temps vous mangez beaucoup de graisse, vous allez avoir plus de gouttelettes lipidiques dans ces cellules. Donc la cellule tumorale va bénéficier de ces deux fuels énergétiques et les cellules immunitaires ne peuvent pas cleaner l'environnement de la cellule tumorale. Donc en conclusion, je vous ai fatigué. Je vois certains en fait ont à la fois faim et sont fatigués. Désolé, j'ai passé sur ton temps, mais en résumé, vous avez bien compris qu'il est difficile d'approcher l'environnement. C'est vraiment difficile. On ne peut pas avoir une approche exhaustive sur l'environnement. Donc on va prendre l'outil. Qu'est-ce qui dans notre corps peut refléter l'environnement 5 fois, 10 fois, 1000 fois ou 10 000 fois plus que nos cellules? Ce sont les microbes qui hébergent chez nous. Donc à partir de là, je peux les identifier, je peux analyser leurs mécanismes, etc. Je vais peut-être pouvoir les moduler. Et d'ailleurs, dans certaines indications, en gastroentérologie, on peut prendre le caca de quelqu'un qui est sain, passer à quelqu'un qui est malade, pour corriger sa maladie si je n'ai pas de médicaments. Merci de votre attention. S'il y a quelques questions, je peux...